Voilà, messieurs, on va pouvoir commencer, si ça vous va. Bonsoir à tous, bienvenue au CHAC. Bonsoir également à tous ceux qui suivent ce premier verre avec à distance, avec nous, en ligne. Alors, je suis ravie de vous accueillir tous ici au CHAC ce soir. Je suis Émilie Vasquez, la cofondatrice et présidente du CHAC. Et je suis ravie de vous accueillir ce soir à l'occasion de notre tout premier verre avec, organisé en partenariat avec nos amis de toujours, Oui Demain, et plus particulièrement François et Jean-Dominique Siegel, qui, comme vous le savez, ont élu domicile ici chez nous pour leur salle de rédaction, pour le superbe magazine qu'ils éditent très régulièrement tout au long de l'année. Alors, comme vous le savez, le CHAC est un lieu de culture, le CHAC est un lieu de débat, d'échange et de rencontres. Et c'est pourquoi nous sommes ravis ce soir, tous ensemble, d'inaugurer cette première édition en compagnie de deux grandes personnalités ici présentes, que sont Patrice Franceschi, bonsoir Patrice, et Alain Frachon, bonsoir Alain, pour un échange sur l'après-Kaboul, animé par François Siegel, bonsoir François, directeur de Oui Demain. Alors avant de leur passer la parole pour un échange qui devrait être tout à fait passionnant, je tiens également à remercier nos partenaires sans qui cette soirée n'aurait pu avoir lieu. Make Sense, mais aussi MDL Events qui nous permet de retransmettre cette session en live et l'annexe de com. Merci. Merci pour leur soutien, pour l'organisation de cet événement. Voilà. Et puis juste après cet échange, toute l'idée, bien évidemment, réside là aussi. Nous pourrons poursuivre la rencontre autour d'un verre au bar avec tout le monde, voilà. Et notamment Patrice aussi est venu avec dans sa besace quelques livres. Si vous êtes intéressés, on pourra aller le voir après, voilà, pour se faire dédicacer des livres et les ramener. Merci messieurs, je vous laisse la parole. Bonne conférence. Bonsoir, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci à ceux qui vont nous écouter et nous regarder en ligne, puisque cette conférence va être retransmise. Cette conférence où bien sûr il va être question de cet immense fiasco, globalement ce retrait américain, je dirais laissant sur place ses alliés, 20 ans de présence, je dirais ses alliés européens, afghans, européens, je veux dire, aux conséquences évidemment locales, régionales et internationales qui vont inévitablement arriver. Nous sommes ici bien sûr pour en débattre au CHAC, dans ce lieu, ancien siège social des éditions Calman-Lévy, ou comme l'a dit Émilie, effectivement, nous avons trouvé accueil, je dirais. Autour de la table, Alain Frachon et Patrice Franceschi. Bonsoir Patrice. Donc Patrice, aventurier, écrivain, combattant. Patrice connaît bien l'Afghanistan de l'intérieur. Il y a combattu, je dirais, contribuant en tout cas avec les troupes qui ont contribué à chasser les Russes, je dirais. C'était la guerre d'avant, mais voilà, l'histoire est un éternel recommencement. Donc lui va pouvoir nous parler de la mentalité afghane, de l'Afghanistan de l'intérieur. Il y a combattu avec les troupes d'Amin Wardak, Amin Wardak, le compagnie Massoud, tous ces gens qui s'étaient levés, effectivement, et les Russes, en 1989, les dates sont importantes, ont quitté l'Afghanistan. Plus récemment, Patrice était aux côtés des combattants kurdes, chassant les djihadistes de Raqqa. C'était en 2017. Les dates ont une importance dans l'histoire. Toujours le lâchage américain, nous en parlerons aussi. On parlera aussi du Kurdistan, parce que le lâchage des Kurdes, le lâchage n'est pas sans effet, effectivement, sur globalement la politique, notre démocratie, une certaine vision du monde. Émilie l'a dit, pour ceux qui le désirent. Patrice, ensuite, dédicacera 2 de ses livres. Alain Frachon, je dirais un complice, Alain Frachon, chef du service étranger du Monde, je vais dire ça dans le désordre, Alain, directeur du Monde, correspondant à New York, à Jérusalem, aujourd'hui éditorialiste, spécialiste évidemment reconnu des affaires moyen-orientales, états-uniennes et internationales. États-uniennes, c'est au Monde que j'ai appris qu'il fallait dire États-Unis, qu'il ne fallait pas dire Amérique. Donc voilà, je répète ce que j'ai appris, voilà, les affaires états-uniennes. J'ajoute que nous avons eu aussi ensemble le grand plaisir, avec aussi Mathéa qui est dans la salle, mais voilà, de participer au projet du Monde 2, qui a été une très très belle aventure de presse. Alain Frachon était directeur du Monde 2 pour Le Monde, et moi je le représentais pour
Alger Express, et on a eu effectivement le grand plaisir de développer cette revue ensemble, déjà une revue. Et puis, ironie de l'histoire, toujours l'histoire, Le Monde 2 est né quelques jours avant le 11 septembre 2020, où nous avions fait aussi un supplément, je crois, assez inoubliable. Le 31 août dernier, en catastrophe, la meilleure armée du monde pliait bagage après 20 ans de présence, certains diront d'occupation, entraînant dans sa débâcle ses alliés. Revers d'histoire, les mêmes combattants entrés dans Kaboul la quittaient en l'automne 2001. Quelques chiffres quand même pour situer l'ampleur du désastre avant de passer au débat. 3613 soldats de la coalition ont perdu la vie, 2645 Américains, 90 Français sont morts, 700 blessés sont morts, 160 000 morts afghans, civils et militaires. La guerre d'Afghanistan a mobilisé 100 000 militaires américains, un total de 800 000 personnes engagées sur 20 ans. Et bien sûr, le chiffre sonnant le retrait de Joe Biden, 100 000 milliards de dollars ont été dépensés, entre autres pour équiper 300 000 militaires afghans. Équipement dont on a vu évidemment les résultats sur la bataille, je dirais, de Kaboul, la bataille d'Afghanistan qui n'a pas eu lieu. Voilà, donc pays effondré, laissant plein de questions. Que va-t-il se passer à l'intérieur? Qui sont les talibans? Que vont-ils faire des femmes, des droits des femmes, de ce combat? Effondrement démocratique. Est-ce que la démocratie est encore je dirais, une vertu exportable dans le monde? Et évidemment, débâcle américain qui n'est pas sans laisser de traces non plus sur, on va dire, la présidence de Joe Biden. On parlera de toutes ces questions-là si vous voulez. Voilà. Sans parler évidemment des dommages humains, géopolitiques, etc., qui vont se poser et qui ne peuvent pas ne pas être évoqués. Un débat plutôt en deux parties. Je dirais peut-être on va commencer par l'Afghanistan vu de l'intérieur, l'Afghanistan aujourd'hui, c'est-à-dire en gros, ces talibans font évidemment très peur parce qu'avec eux arrive la charia, arrivent évidemment les exécutions sommaires, les mains coupées, les interdictions. Comment ? Al-Qaïda, voilà, évidemment, ça fait partie et aussi des grandes questions. Est-ce que ce pays va devenir le nouveau sanctuaire d'Al-Qaïda? Est-ce qu'on va libérer le djihadisme mondial, effectivement, avec cette défaite de l'Occident en Afghanistan? Donc, autant de questions auxquelles, j'espère, vous allez contribuer. Donc je propose qu'on commence un peu par parler de la situation intérieure aujourd'hui. Donc aussi parmi les questions qu'on va se poser, est-ce qu'il faut rompre les ponts, laisser l'Afghanistan, les aider? C'est un pays en ruine, c'est un pays qui est totalement aujourd'hui sans moyens, sans administration, qu'il doit réinventer. Je lisais ce matin un appel au secours de médecins de MSF qui devient en fait presque le médecin, l'autorité sanitaire et médicale du pays. Voilà, donc toutes ces questions, on va évidemment se les poser. Et on voudrait poser la question, je dirais aujourd'hui, peut-être je vais commencer par Fabrice, et puis Alain, tu interviens quand tu veux, sur voilà, qu'est-ce qui se passe à Kaboul aujourd'hui? C'est une question complexe. Je ne suis pas un anti-américain forcené et pathologique, mais qu'est-ce qui s'est passé hier dans le contrat, et je n'en parle pas pour rien, des sous-marins entre la France et l'Australie. Les Américains, en 5 minutes, ont détruit 5 années de travail des Français avec les Australiens pour la construction de ces sous-marins. Ils ont fait en Afghanistan, le 31 août, la même chose avec nous. Ils avaient fait le 9 octobre 2019, la même chose toujours avec nous, contre nous en fait, avec les Kurdes. Donc les Américains, ils font ce qu'ils veulent, ils ne préviennent pas leurs alliés et souvent ils les trahissent. Voilà. Et ça explique une des raisons de cet échec. Je pense qu'une vie tout entière est insuffisante pour être spécialiste de quoi que ce soit. Mais, donc je ne veux pas me prétendre spécialiste de l'Afghanistan, même si j'ai été aux côtés effectivement d'un des grands chefs de la résistance afghane contre les soviétiques, Amin Wardak, de l'occupation de Kaboul en décembre 1979 jusqu'à la libération de Kaboul en 1992. Pendant ces 12 années, j'ai été amené à vivre dans la psyché et l'éthos des Afghans. Je veux dire que je n'ai pas regardé ça de loin, j'étais impliqué directement dans ce conflit pendant toutes ces années. Et vivre dans les montagnes, dans les coins les plus reculés de l'Afghanistan, avec les gens,
pas pendant un mois ou un an, mais pendant de longues années, ça vous donne une idée finalement de ce qu'il y a à l'intérieur des gens, de ce qui se passe vraiment, et qui explique en fait toutes les erreurs que nous avons commises, parce que nous n'avons pas ce matériau anthropologique qui nous permet de prendre les bonnes décisions. Les Américains et nous, depuis le processus de Bonn, les tours, etc., nous avons commis toutes les erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Mais la totalité de toutes les erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Quelque chose, vous vous dites qu'un enfant de 10 ans n'aurait pas commis de telles stupidités. C'est-à-dire que l'aveuglement de la puissance, ou plutôt la puissance conduit à un aveuglement absolu et une confusion entre les succès tactiques, et les Américains en ont eu beaucoup en Afghanistan, et les échecs stratégiques qui est totale. Première chose que nous avons faite, nous avons mis au pouvoir à Kaboul, dès le départ, des gens qu'aucun Afghan ne pouvait reconnaître comme étant légitimes, et qu'ils étaient vus comme finalement les valets LETS, non pas les valets afghanes, mais de gens qui allaient devenir des occupants. Deuxièmement, nous avons permis que tous les criminels de guerre de l'époque soviétique soient maintenus au pouvoir. Des gens comme le maréchal, entre guillemets, Dostom, un grand criminel de guerre qui était du côté des soviétiques, il est resté au pouvoir. Et tous les autres. Comment voulez-vous que dès le départ, les Afghans se disent « mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de justice ». Ensuite, nous avons autorisé toutes les corruptions possibles et imaginables. Leur totalité. Les Afghans, dans les montagnes et les campagnes, on leur disait, ils entendaient à la radio, à la télévision, que l'Occident amenait de l'argent, de l'argent, de l'argent, et ils ne voyaient rien. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de buildings, de sociétés que ces chefs politiques et militaires afghans que nous soutenions ont construit à Dubaï, à Abu Dhabi et ailleurs, des richesses colossales. L'image du président Ashraf Ghani s'enfuyant de Kaboul il y a quelques jours et ne pouvant pas mettre dans son hélicoptère tous les sacs de billets qu'il avait dans son bureau, c'est exactement ce qui se passait. Nous avons laissé faire la drogue que les talibans avaient éradiquée en 2001. Et l'armée afghane comptait sur le papier environ 300 000 hommes. En réalité, il y en avait à peu près 100 000. 200 000 soldats n'existaient pas. Les salaires étaient versés, mis dans la poche des généraux, redistribués aux soldats qui existaient. Et nous avons commis l'erreur de penser, exactement comme l'armée irakienne à Mossoul, qui s'est battue même pas 2 jours et a laissé aux djihadistes les portes ouvertes et tous les matériels américains qui étaient là. Nous avons fait la même chose avec l'armée américaine, avec l'armée afghane. C'est-à-dire qu'ils ont donné à l'armée afghane, qui n'était même pas le tiers de ce qu'on annonçait, tous les matériels qu'il fallait, des blindés, tout ce que vous voulez, comme l'armée américaine, entraîner à l'américaine, et nous avons oublié de leur dire pourquoi ils devaient combattre. Au final, pour aller vite, parce que ce serait très long, en l'espace de quelques années, les talibans, dans les montagnes, sont apparus aux yeux de la population, en fait, comme les seuls vrais patriotes. C'est-à-dire ceux qui se battaient contre un envahisseur qui tuait des civils, qui permettait la corruption, qui protégeait les criminels de guerre et qui finalement étaient menés par l'étranger. C'est ça qui s'est passé dans la tête des gens. C'est pas par hasard qu'en 14 jours, l'Afghanistan est tombé, qu'il n'y a pas eu de combat à peu près nulle part. Il faut bien comprendre que la population, quand elle regardait la police du gouvernement, c'était une police de raquettes. Que quand elle regardait l'armée, c'était une police de prévarication, une armée de prévarication. Donc tout ça a pesé et explique le fait que personne ne se soit réellement battu dans les grandes villes, dans les campagnes, etc. Les Afghans, dans leur grande majorité, sont tellement traditionnels, tiennent tellement à leur culture, à leur liberté, etc., qu'au final, même si les talibans ne leur apparaissaient pas comme la bonne solution, c'était la moins pire des solutions par rapport à l'injustice totale dans laquelle ils vivaient. Voilà la raison. Je fais un constat froid. Je ne porte pas de jugement de valeur. Je les connais, les talibans. Je dis ce qui se passe pour que nos émotions et nos valeurs n'empiètent pas sur la compréhension de ce qui s'est passé. Voilà. Ça, c'est le premier point. Il y en a un deuxième qui n'est pas non plus inutile de rappeler, c'est que nous avons confondu dans la lutte contre les talibans et tous les opposants le tactique et le stratégique. Le stock de combattants potentiels est de 35 millions.
Et c'est partout pareil à chaque fois. Pourquoi nous perdons toutes les guerres? C'est la vraie question. Politique, philosophique d'ailleurs, et militaire. Contrairement à ce qu'on pensait, je prends le cas de la vallée du Panjshir, quand on m'a demandé, voilà, Ahmad Massoud, le fils, ils vont résister, etc. Je dis non, ça va durer une semaine, pas plus, pour plein de raisons. Ahmad Massoud, il n'a pas d'expérience militaire, il porte juste le nom de son père, il était exilé, il a profité aussi du système, et dans le Panjshir, ça fait longtemps qu'il y a des talibans panjshiris. On oublie que les panjshiris, en grand nombre, ont préféré passer du côté des talibans depuis longtemps, plutôt que d'être du côté du gouvernement. Et donc, en rien de temps, c'est tombé. La plupart des gens qui se sont battus, dans la plupart des endroits de l'Afghanistan, étaient des gens qui n'avaient pas le choix, tellement ils avaient commis de crimes avant. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Eux, ils n'avaient pas le choix. Voilà la réalité des choses. Donc, si on veut aujourd'hui faire quelque chose, on ne peut que limiter les dégâts, sauver les meubles. Quand les talibans demandent à MSF en fait de reprendre la totalité du système de santé, parce que vraiment il n'y a rien, c'est ça 20 ans d'aide, eh bien ils sont pragmatiques. Et MSF va probablement dire évidemment on reste, parce que si on s'en va c'est encore pire. Donc aujourd'hui ma position personnelle, et je parle avec eux, c'est de dire qu'il faut garder un dialogue avec ces gens-là, parce que l'inverse pousserait au pire. Pour ce qui nous concerne, les droits humains. Voilà. Pensez bien que la condition de la femme, moi qui étais avec les Kurdes, celle que prônent les talibans, mais profondément étrangère, et j'y suis profondément opposé. Il n'empêche que si nous coupons les liens, elle sera pire. Et il y a 3 choses, si on veut être pragmatique, qui nous intéressent. C'est la drogue, l'immigration et Al-Qaïda. Et là, des choses peuvent être jouées avec les talibans. Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Une chose très simple, que leur califat islamique soit reconnu internationalement. C'est ça leur faiblesse. Ils ont un État à bâtir, ils y tiennent. À nous de jouer pour les contraindre à un certain nombre de choses dans ces domaines-là. Il faut les prendre dans leur propre jeu. La drogue, c'est quand même le pays, le producteur numéro 1 d'héroïne, d'opium. Or, la charia dit qu'il faut l'éliminer. Il l'avait fait en 2001. Ben, on vous prend à votre propre contradiction, éliminez-la, qu'on n'en parle plus. En ce qui concerne l'immigration, vous dites que vous ne souhaitez pas, évidemment, que la majorité de votre peuple s'en aille. Vous avez besoin de lui pour construire le pays. Ben, on va vous prendre à votre propre jeu. Troisièmement, pour Al-Qaïda, il n'y a pas qu'Al-Qaïda, il y a Daesh. Daesh est aussi l'ennemi des talibans. Comme partout ailleurs, il n'y a pas, comment dirais-je, une unité des islamistes. Ils sont partagés en plein de courants. À nous d'utiliser aussi ces courants pour leur dire ben, Daesh continue à les combattre, ça nous intéresse. Quant à Al-Qaïda, vous les tenez sous cloche, ils ne doivent pas sortir. C'était aussi les accords de Doha. À partir de là, si vous voulez autre chose, c'est donnant-donnant. Il faut limiter les dégâts. Et un petit peu plus tard, ce sera sur les droits humains. Vous savez, je conclus avec ce truc-là, je suis convaincu. Moi, vous savez, j'ai passé l'essentiel de ma vie dans des sociétés autres que la mienne. Et chez les Afghans, donc pendant des années, les Kurdes, même chose. Et je sais une chose aujourd'hui, c'est que quand on est convaincu du côté universel de notre vision du monde des droits de l'homme, on a le devoir de les proposer partout et l'interdiction de les imposer nulle part. Ça ne marche jamais. Voilà. Alain ? J'approuve tout, évidemment. Moi, je suis un touriste à côté de Patrice. J'étais en Afghanistan au printemps ou à l'été 1979, je ne me souviens plus. J'étais journaliste au bureau de l'agence France-Presse à Téhéran à cette époque. Et là, j'étais amené à couvrir un petit peu l'Afghanistan. J'ai été à Herat, en fait, ce qui était le plus proche pour moi, Mashhad, là, dans le nord-est de l'Iran. Et puis ensuite à Herat, qui est une ville magnifique. Je ne vous raconte pas dans quelles circonstances. Il y avait déjà, vous savez, en Afghanistan, il faut avoir quand même une chronologie dans la tête. En 1978, il y a un coup d'État perpétré par 2 partis qui sont des partis communistes, le Khalq et le Parcham. Je me souviens de ça. Et il faut un coup d'État et ils veulent imposer par la force, avec une violence et une brutalité incroyables,
l'école aux filles, enfin tout ce qui nous paraît absolument naturel, mais qui était en contradiction totale avec la plupart des traditions des Afghans, et pas seulement de l'ethnie majoritaire, les Pashtuns, mais c'était vrai des Ouzbeks, c'était vrai des gens du Panjshir, des Tadjiks, etc. Et donc, révolte qu'on a appelée la révolte, je ne sais plus, des Moudjahidines, hein, c'est ça, révolte des Moudjahidines. 7 groupes de Moudjahidines se révoltent, et le gouvernement afghan fait appel à l'Union soviétique. Et l'Union soviétique rentre massivement, le 24 décembre 1979, Patrick ou France me corrigerez, en Afghanistan. Mais il y avait déjà 30 000 soviétiques. Et quand je suis arrivé notamment à Herat, avec mon taxi, j'ai dit, mais amenez-moi dans le meilleur hôtel de la ville. Je disais le meilleur hôtel parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de tout ça, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, le meilleur hôtel pour moi, c'est celui où il y avait un téléphone qui marche de temps en temps. Ils m'ont dit, c'est pas possible, c'est tout l'état-major soviétique qui est là. Il y avait déjà 30 000 soviétiques qui étaient là pour soutenir ce gouvernement communiste afghan. Bon, les Américains prennent peur, ils voient l'Afghanistan qui se rapproche du Golfe. Et le Golfe, c'est un protectorat américain, c'est le pétrole, etc. C'est le grand jeu au moment de la guerre froide. Et donc, les Américains soutiennent à fond les 7 groupes de Moudjahidines avec lesquels va combattre Patrice. Et puis, vous chassez le gouvernement communiste en 92, était dirigé par un malheureux homme, Najibullah. Je ne vous raconterai pas ce que les Moudjahidines lui ont fait. Mais enfin, ils lui ont fait un très mauvais sort. Donc voilà, si vous voulez. Mais ce que j'ai retenu, moi, de ce bref moment afghan, où j'étais là, à Herat, à parler un peu à tout le monde, dans le souk, etc., c'est je me méfie des répartitions simplistes un peu des forces en présence. Et là, j'ai retrouvé ce réflexe. Dans une même famille d'Afghans, vous en avez un qui est dans l'armée, parce que ça lui fait un job, qu'il soit militaire ou non, peu importe. Mais il est dans l'armée, il est inscrit militaire, donc il touche sa solde en principe. Mais vous en avez un autre qui est avec les talibans, et un troisième qui est ailleurs. Et donc vous avez un réseau qui complexifie singulièrement le champ de bataille. Si vous présentez le champ de bataille, il y a d'un côté les talibans, et puis de l'autre, il y a l'armée afghane appuyée par l'armée américaine. Ça ne se passe pas comme ça en Afghanistan. Ça ne se passe pas comme ça, parce que si dans le village, ah oui, mais il y a mon frère quand même chez les talibans, il faudra éviter qu'on se tire dessus. Alors on négocie et on arrive à un accord, et en 14 jours, eh bien les talibans arrivent à Kaboul très largement comme ça. Donc je pense qu'il faut sans arrêt ne pas avoir peur de la complexité de ces sociétés pour comprendre ce qui se passe et éviter comme ça d'imaginer noir-blanc, perdant-gagnant, perdant-gagnant. C'est pas fini. Les talibans n'ont pas gagné. Ils doivent montrer leur aptitude à gouverner. C'est pas évident. Ils ont besoin de nous. C'est notre unique moyen de pression. Où nous tenons vraiment, et encore une fois, ne pas simplifier, où nous tenons vraiment aux Afghans et à tout ce qui, malgré tout, ce à quoi ils ont pu goûter. Alors, ça s'est passé à Kaboul, l'aide internationale. Kaboul, c'est 6-7 millions d'habitants. 70% des Afghans vivent ailleurs, hors de Kaboul. Et dans ce qu'on appelle les autres villes, ce n'est pas des grandes villes. L'essentiel de ce délire, de ce déluge absolu d'argent, d'ONG, de l'Union européenne, des États-Unis, etc., du Golfe arabo-persique aussi, l'essentiel est déversé à Kaboul. Alors c'est vrai qu'à Kaboul, des choses ont été faites en dehors d'une spéculation délirante. Mais enfin, bon, ça n'a pas touché la majorité des Afghans. Mais si nous tenons vraiment aux Afghans, moi je suis sûr que la seule position possible, c'est celle qu'a décrit Patrice. Eh bien ok, la France reconnaît des pays, elle ne reconnaît pas des régimes. Les talibans sont au pouvoir, hélas. Si on veut apporter quelque chose aux Afghans, eh bien, il faut le faire de manière conditionnelle, négociée, autour d'un verre de thé, même si ça prend des heures, et pas à pas. Hein, vous voulez ça? Eh bien, nous, on aimerait bien que le docteur machin puisse venir à Paris avec sa famille, parce que sa fille, elle poursuit des études, etc. Vous voulez ça? Eh bien, nous, on aimerait bien ceci. C'est comme ça qu'il faudrait procéder. Et je crois que c'est comme ça qu'on va faire. Sinon, nous ne comptons plus. Une question, Alain. On, c'est qui? Aujourd'hui, qui peut négocier? Alors, Alain a tout à fait raison. Il faut être pragmatique dans l'affaire. Même
pour les droits humains. On va pas les retourner demain. Alain a dit un truc très, très vrai sur le coup d'État de 1978, c'est que les communistes de l'époque, je m'en souviens très bien, c'était vous allez changer de société, de votre société dans leur tête féodale, à la société moderne en 10 minutes. Quand je dis 10 minutes, c'est 2 jours. Ils arrivaient dans les villages, les filles à l'école, tout de suite, et c'est comme ça qu'on fait au patronat. Ils étaient en rupture totale avec une tradition. On n'impose pas un changement de société de cette manière-là. Et si les gens refusaient, ils étaient tués. Révolte immédiate. Les Afghans, c'est les durs. Ce sont des patriotes. Ils aiment leur pays, ils aiment leur culture, quoi qu'on en pense. Est-ce que moi, je dois faire porter le fardeau de mon jugement d'occidental sur la société afghane? Non. Jamais j'aurais pu être intégré comme je l'ai été en Afghanistan en leur faisant porter mon jugement sur la condition des femmes, la façon dont ils s'habillent, dont ils mangent, etc. On doit respecter les gens pour ce qu'ils sont. Et à partir de là, des choses sont possibles. Et aujourd'hui, des tas de choses sont possibles avec les talibans si on décide de ne pas les diaboliser et qu'on décide d'aider les Afghans, les 35 millions d'Afghans qui sont là. Voilà. Et le on, c'est les États occidentaux. Je rappelle que les Nations Unies viennent tout de suite de décider de, je ne sais plus combien, 1 ou 2 milliards d'aides immédiates, que les talibans ont remercié l'Occident pour ça, qu'ils ont demandé à MSF de rester et de prendre en charge le service de santé du pays. Vous vous rendez compte où on en est? Donc ça veut dire qu'ils veulent dialoguer. Dialoguons intelligemment, rudement, ne rien lâcher, tout conditionnel. Et à un moment donné, ce sera aussi sur la situation des femmes qui est le point clivant et incandescent de cette affaire. Ça, je peux vous l'assurer, je vous l'accorde. Bon. Et ça me rappelle l'inverse, enfin, comment ça se passe au Kurdistan, on en reparlera. Mais vous n'êtes pas un peu excessif? Parce que j'ai l'impression que quand même ces 20 années de présence là ont été gommées, je dirais, d'un coup d'éponge. Mais quand même... Parce qu'il n'y avait rien. Mais quand même, je dirais, le nombre de femmes qui ont accédé à l'université, le nombre... Mais c'est à Kaboul. Les femmes... Oui, mais on commence toujours par la capitale. Oui, mais... Voilà, je veux dire, tout ça, c'est quand même... Il y a quand même... Par rapport... Même si elles ne combattent pas, ces femmes afghanes aujourd'hui qui ont accédé à un statut... Bien entendu, qui va nier que c'était bien? Ce n'est pas le sujet en réalité. C'est que cet aspect positif n'a en rien correspondu quantitativement à ce qui a été déversé. La corruption et le népotisme étaient absolus. Il y aurait dû y avoir 10 fois plus, 20 fois plus, 100 fois plus de femmes dans une meilleure situation en réalité. L'autre problème, c'est que la corruption et l'injustice qui régnaient dans l'ensemble du pays ont pesé dans le choix des Afghans dans les villages. Comme disait Alain, je négocie, j'ai mon frère qui est là. De toute façon, on ne veut pas se battre contre des gens qui nous apparaissent comme ceux qui vont nous libérer d'un régime totalement corrompu et totalement injuste. Il n'y avait pas de justice. Bon, donc il n'y a pas d'excès. Ce sont franchement un état des lieux. Je me borne à constater froidement des faits pour pouvoir raisonner et prendre les bonnes solutions après et non pas les mauvaises solutions qui ont été prises depuis 20 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, les Afghans, ils vous disent, il y a la justice des talibans avec la charia. Putain, c'est dur, mais on connaît. On sait ce qu'il faut faire et pas faire. Avant, on ne savait pas ce qui pouvait se passer. Nos femmes pouvaient se faire violer par n'importe qui. Il n'y avait pas de... Je parle des campagnes, hein, je ne parle pas de Kaboul. Parce que tout ce qu'on voit, et comme le disait Alain, bah, c'est Kaboul. Mais Kaboul n'est pas du tout l'Afghanistan. Je veux dire, c'est vraiment une représentation excentrée de ce qui se passe vraiment dans le pays. Et même Kaboul n'a pas combattu de toute façon. Donc il faut être réaliste. Il aurait fallu faire des choses très différentes il y a 20 ans. Et pendant toutes ces années, maintenant, encore une fois, je dis, on ne peut que sauver les meubles. Et pour sauver les meubles, c'est se préoccuper des Afghans dans les campagnes, dans les villes, et de ce qui va leur arriver. Et si on décide de diaboliser les talibans et de rompre les ponts, ce sera pire que tout, ce sera encore une erreur. Voilà. Nous avons reconnu autrefois le régime islamique d'Iran qui n'est pas meilleur, voilà, bon, très bien, mais on l'a mal fait, on n'a rien obtenu en contrepartie. Là, on a plein de leviers d'action et on peut discuter avec ces gens-là si on reste ferme. On reste sur la situation, on va dire, à Kaboul, sur l'aide internationale, sur faut-il aider. Si vous avez déjà sur ce thème-là des questions à poser, on peut peut-être vous laisser la parole avant de passer aux questions plus internationales et géopolitiques. Et faire un parallèle aussi quand même avec le Kurdistan, parce que dans les 2 abandons américains, on a 2 solutions différentes, parce qu'on a 2 peuples différents. Et dans l'un,
C'est ce que j'ai dit. Dans l'autre, tout est encore jouable, avant qu'il ne soit trop tard. Oui, j'ai deux questions. La première, c'est le Pakistan, que vous n'avez pas du tout cité. Or, d'après ce que j'ai les informations, moi, à mon niveau, hein, c'est qu'il semblerait qu'il soit très impliqué dans ce qui s'est passé en Afghanistan. Et la deuxième question, c'est, dans tout ce que vous nous avez dit, c'est la voie de la raison. Moi, je pense que, mais actuellement, quand on regarde la société mondiale, c'est pas la raison qui domine. Hein. Entre le Chinois, Trump, enfin, Poutine, même en France, quand on analyse un peu ce qui s'y passe, c'est plutôt tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'on va... C'est le problème. Je vous remercie de cette question que je vais reformuler, non pas reformuler la question, mais je vais la préciser, je dirais pour des raisons, on va dire techniques. La première, c'est le rôle du Pakistan, essentiel, parce que évidemment, dans ce contexte, nous n'avons pas que des amis ou des gens qui veulent du bien à ce qu'on peut appeler encore les valeurs, on va dire, démocratiques et occidentales. Bon, la Chine, évidemment, la Russie, bien sûr, le Pakistan, et on sait quel rôle peut jouer effectivement le Pakistan dans les affaires d'Afghanistan. Donc évidemment, tout ce contexte international ne va pas simplifier la question. Ce qu'il y a d'intéressant avec le Pakistan, c'est que je veux le relier avec la Turquie. Nous avons plein, faute de raisons rationnelles, réelles, plein de faux amis dans nos alliés. Les Pakistanais sont officiellement nos alliés et depuis longtemps. Les Turcs sont officiellement nos alliés avec l'OTAN. Tous les deux jouent un double jeu absolu contre nous. C'est vraiment les faux amis. Pour le Pakistan, ils sont à l'origine de l'aide aux talibans depuis le début, depuis leur prise de pouvoir en 1996. Mais pas pour des raisons forcément idéologiques. Qu'est-ce qui obsède les Pakistanais? L'Inde. Ils font le constat tout à fait réaliste et raisonnable que leur territoire manque de profondeur stratégique en cas de guerre avec l'Inde. Parce que pour eux, c'est une réalité. Ça va arriver un jour. Et donc l'Afghanistan, pour eux, c'est la profondeur stratégique dont ils ont besoin. Et par conséquent, Kaboul doit être sous influence totale du Pakistan. Et les talibans, pour eux, c'était un moyen de le faire. Ils se trompent complètement. Les talibans, vous allez voir, ils sont très autonomes aussi là-dessus. Ils savent jouer aussi sur les deux facettes. Les Turcs font exactement la même chose avec nous sur le Kurdistan. Voilà, c'est vraiment des parallèles. Je te laisse Alain finir. Non, c'est juste pour compléter ça. Et le Pakistan, il faut essayer de le resituer dans la grande confrontation qui a lieu en ce moment, économique, technologique, peut-être militaire un jour, politique en tout cas, entre, appelons ça la famille occidentale et la Chine de Xi Jinping. Le Pakistan, c'est le seul pays avec lequel la Chine a des relations qui ressemblent à un allié. C'est le seul, il n'y en a pas d'autres. La Chine est contre les systèmes d'alliance, elle n'en a pas besoin, elle estime qu'elle est suffisamment forte comme ça, elle n'a pas besoin d'alliés militaires au sens strict. Le seul pays avec lequel elle a développé ce type de relation, c'est le Pakistan. Alors le Pakistan, petit à petit, échappe comme ça à cette espèce d'appartenance à la famille occidentale, même s'il y a toujours des relations diplomatiques avec les États-Unis, même si les États-Unis ne rompront jamais avec le Pakistan, ne serait-ce que pour voir surveiller l'arme nucléaire pakistanaise. Et c'est plutôt l'Inde, qui avant était plutôt plus proche du bloc soviétique, qui s'est rapprochée des États-Unis, et ou les États-Unis qui se sont rapprochés de l'Inde dans le cadre de cette confrontation générale, enfin je ne veux pas trop globaliser, mais entre un camp occidental et la Chine. Donc si vous voulez, il y a deux regards stratégiques qu'on peut porter quand on dit les États-Unis ont subi un revers stratégique majeur. Eh bien premièrement, le Pakistan, qui n'est plus vraiment leur ami, a l'influence qu'il veut à Kaboul, pour le moment, même si c'est dangereux pour eux aussi. Mais c'est vrai, votre question est très juste. On dit, il y a une blague comme ça, on dit, chaque fois que vous rencontrez 10 talibans, François, il y a un officier des renseignements militaires pakistanais parmi eux. Vous ne ferez pas la différence, moi non plus, mais eux, ils le savent. Et donc, ils ont été créés presque par le Pakistan, dans les écoles religieuses, dans les madrasas du Pakistan. C'est là qu'ils ont été créés. Et ils ont pris le pouvoir ensuite parce que les seigneurs de la guerre, qui avaient gagné contre les soviétiques, étaient incapables de s'entendre entre eux et se bombardaient les uns les autres, y compris à Kaboul. Donc voilà aussi cette affaire du Pakistan. Donc vous pouvez dire que... Et n'oubliez pas que la Chine
a une frontière avec l'Afghanistan. Pas grande, hein? Le couloir de Wardak, non, je sais pas, Warhan, pas grande, mais enfin elle a une frontière avec le Pakistan. Et s'il y a un pays qui peut revendiquer son rôle d'étape dans la route de la soie, cette nouvelle zone d'influence politique, économique et stratégique qu'est en train de tisser la Chine, il lui manquait un pion, c'est le Pakistan. Donc vous pouvez dire que c'est l'Afghanistan, pardon. Donc si vous faites le bilan comme décrivait François au début de notre entretien, vous dites, le Pakistan marque des points puisqu'il exerce sa tutelle politique sur Kaboul. Enfin, encore une fois, les talibans sont intelligents. Ils ont des moyens de pression sur le Pakistan par l'intermédiaire d'autres talibans, qui sont les talibans pakistanais. Pas simple, mais sinon, si on ne rentre pas dans la complexité de ces histoires-là, on est sûr de ne pas comprendre. Et si jamais on pense qu'on comprend, c'est que quelque chose nous échappe. Donc voilà, donc on peut dire qu'ils ont laissé le Pakistan exercer leur influence politique sur Kaboul, et en plus ils font don à la Chine de l'Afghanistan, qui était le relais qui lui manquait en Asie centrale pour installer sa route de la soie. Et les Chinois ont tout de suite dit, mais l'Afghanistan maintenant devrait signer avec nous un contrat route de la soie, etc. Donc voilà, vous pouvez dire qu'ils ont perdu sur ces deux tables. Ce à quoi un diplomate américain vous dirait, mais vous pouvez dire tout à fait le contraire. Vous pouvez dire qu'on se désengage totalement de cette région. Les Américains appellent le Grand Moyen-Orient, ça va du Maroc à l'Asie centrale. C'est comme ça qu'ils réfléchissent au département d'État. Le Maroc à l'Asie centrale. Et là-dedans, il y a les stans, c'est l'Asie centrale. Ils appellent ça les stans. À Pakistan, Afghanistan, Turkménistan, Tadjikistan, c'est les stans, the stands. Voilà. Donc, ils pensent que tout ça, il faut se dégager de cette région et que l'engagement économique, stratégique des Américains dans cette région fait que pendant 20 ans, les Chinois ont été tranquilles en mer de Chine du Sud et ailleurs, etc. Et qu'au fond, ils ont eu tort. C'est un investissement qui ne paye plus. Et que leur leadership mondial ne se joue plus là, mais dans la région Indo-Pacifique. Voilà ce que nous dirait un diplomate américain s'il voulait répondre à l'introduction de François. À vous entendre, ça ne me rend pas très optimiste pour la suite des opérations. Et je me dirais, mais quelle marge de manœuvre ont, les talibans au pouvoir pour pouvoir résister à toutes ces pressions internationales, surtout quand ils sont exsangues, je dirais, sans argent, sans moyens, et qu'un pays totalement déstructuré. Est-ce que la seule solution ne serait pas justement de jouer, l'Orient contre l'Occident, la Chine contre les États-Unis? Alors le premier point, j'en reviens à une anthropologie du problème. Qui sont ces gens-là? Quel est leur ethos et leur psyché? Quand on nous dit les difficultés qu'ils ont, ils ne pourront pas se permettre telle et telle chose. Pas du tout. Ce sont des gens qui sont capables, et ça fait 20 ans qu'ils le font, de combattre pieds nus dans la neige contre la plus grande armée du monde et de ne pas lâcher. Ça veut dire que eux, le problème économique, ce n'est pas le problème qu'ils décident de leur politique. Ils décident de ce qu'ils veulent faire, et ensuite l'économie va ou ne va pas avec, mais ils font ce qu'ils veulent faire. Nous, on fait l'inverse. Est-ce qu'on a les moyens financiers, économiques de faire la guerre? Oui, on l'a fait. Non, on ne la fait pas. Ils ne fonctionnent pas comme ça. Ils ont une idéologie qui prédomine sur tout le reste. Juste une seconde, tu veux dire qu'en fait, ceux qui ont combattu et chassé les Russes sont les mêmes que ceux qui ont chassé les Américains? Et non, c'est justement ce qu'il ne faut pas croire. Il y avait, dans les Moudjahidines de l'époque qui combattaient avec les Soviétiques, et avec qui j'étais, et pendant toutes ces années, ne partageaient pas du tout une idéologie qui n'existait pas. Les talibans n'existaient pas. Ils émergent en 1994, ils prennent Kaboul en 1996. Il y avait simplement un peuple avec sa culture, sa religion extrêmement traditionnelle et qui défendait son pays envahi par à l'époque l'une des deux superpuissances. Et puis c'était tout. Il n'y avait rien d'autre. Mais nous avons commis déjà à cette époque l'erreur, je me souviens très bien des Américains à Washington, etc., quand j'étais avec des Afghans là-bas pour essayer de les convaincre de faire l'inverse, qui décidaient d'aider les petits groupes fondamentalistes qui existaient déjà, mais qui étaient minoritaires, parce qu'ils considéraient qu'ils se battraient mieux contre les soviétiques que ceux qui respectaient leurs traditions et ne tuaient pas leurs prisonniers, par exemple. Donc ils ont armé, fabriqué l'ennemi qui est arrivé après avec des gens comme Gulbudinek, Matyar, etc. Bref, ils ont favorisé le fondamentalisme islamique au détriment
des traditionalistes avec qui on discutait, avec qui on pouvait vivre. Moi, quand je vais avec les Afghans, avec Amin Wardak, etc., je pouvais manger mon saucisson, boire un verre d'alcool, j'en avais aucun problème. Ça n'existait pas, tout ça. Mais le fait d'aider les Occidentaux, les Américains, d'aider les fondamentalistes qui étaient minoritaires, les a propulsés majoritaires. Et ce qui fait qu'au final de la victoire, après la prise de Kaboul, il y a eu une guerre civile entre Massoud et Hekmatyar, etc., qui a été terrible, parce que les fondamentalistes avaient en même temps pris le pouvoir. La plupart des Afghans, comme le commandant Amin Wardak, devaient se battre d'une part contre les soviétiques et d'autre part contre les islamistes qui progressaient à l'époque. Les frères musulmans d'Hekmatyar. C'était une double guerre. Et ils imploraient Amin Wardak, en France et ailleurs, de ne pas armer nos futurs ennemis. Et il n'a pas été écouté. Et au final, il a dû rentrer dans le Wardak. Voilà ce qui s'est passé. Déjà, les premières erreurs de l'Occident. On ne veut pas penser l'avenir sur le temps long, mais dans l'immédiateté, on commet toutes les erreurs parce qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent. Aujourd'hui, c'est pareil. Les talibans, quand ils sont arrivés à Kaboul, 96, j'étais là, j'ai parlé avec eux, j'ai vu qui ils étaient. Il y avait d'anciens moudjahidines que nous avions abandonnés, qui étaient passés de l'autre côté, autres erreurs, et puis des tout nouveaux, des jeunes, voilà. Mais qui étaient des gens avec qui vous n'auriez pas partagé votre vie, évidemment, mais enfin avec qui, comme tu disais tout à l'heure, autour d'une tasse de thé, tu peux discuter. Voilà. Et nous avons commis toutes les erreurs après. Donc il faut vraiment surtout pas croire qu'ils pensent comme nous, ces gens-là. Ils sont très différents. Ils ont par exemple une forme de démocratie entre les Loya Jirga, les Choura, dans les villages, dans les campagnes, dans les montagnes. Ils y tiennent. On leur appliquera pas notre démocratie occidentale avec une sorte de vision quasiment colonialiste, comme les communistes en 78, en 5 minutes. Ils trouvent ça complètement déplacé, ils n'ont pas envie d'être contraints. C'est pour ça que je pense, encore une fois, d'un point de vue philosophique, que quand on croit aux valeurs que je défends, et avec les Kurdes on peut en parler, on a le devoir de les proposer partout et l'interdiction de les imposer nulle part. Parce que ça ne marche pas. Voilà. Donc les gens, ils tiennent à leur culture, ils tiennent à leur mode de vie, à leur habillement, à leur langue, à leur religion, et ils détestent être envahis. Parce que les Américains, au départ, ils ont été assez bien accueillis. Mais très vite, ils se sont comportés en pays conquis. Ils ont tué beaucoup de civils dans ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Chaque civil tué provoquait 10 mecs qui se levaient pour se venger, et ainsi de suite. Donc, à partir de là, quand on commet toutes les erreurs, fatalement, il y a une catastrophe au bout du compte. Et plus l'erreur était grande, plus la catastrophe est grande. Donc, vu en 14 jours un pays qui tombe aux mains de rebelles, vous imaginez la somme de catastrophes que nous avions commises en 20 ans. C'est comme ça. Alain, tu veux compléter? Non. Oui, non, c'est sûr que si on prend, je dirais, une situation dans laquelle l'armée française est engagée par Barkhane au Mali, c'est vrai que c'est aussi une situation qui est très complexe, parce que les Touaregs ne sont pas un bloc monolithique, les Touaregs parlent avec les djihadistes, les Touaregs parlent avec les Occidentaux. Et il y a des subsahariens, comme on dit, une armée malienne que nous avons formée et qui ne vaut rien, parce que c'est les mêmes erreurs, etc. D'ailleurs, le président de la République a décidé de partir d'une certaine manière, et de changer de braquet, parce que sinon, c'est l'Afghanistan dans 10 ans. On sera obligé de partir contre arrêt forcé. Il ne faut pas défendre des gouvernements corrompus. J'ai juste une remarque à faire sur le sentiment qu'exprime François, et là, il nous re-questionne là-dessus, et qu'on entend souvent entre nous. Mais au fond, comment peut-on accepter de travailler, de continuer une forme de coopération humanitaire avec des gens comme ça, qui vont retirer les filles des écoles, interdire aux femmes de travailler et imposer la charia, et puis protéger Al-Qaïda, voire pire, enfin Daesh, non, ils ne protégeront pas Daesh, mais Al-Qaïda certainement. Mais écoutez, moi, je n'ai rien contre cette question. Mais je trouve que si vous la posez, je vous dirais pourquoi ne nous sommes jamais nous poser cette question quant à nos relations avec l'Arabie saoudite. C'est quoi l'Arabie saoudite? Idéologiquement, c'est des talibans riches. C'est des talibans avec du pétrole. C'est la tradition wahhabite. C'est la tradition déobandienne de l'islam.
C'est ça, cette espèce d'islam moyenâgeux. Et on coupe des mains et on décapite. On coupe des mains, on décapite. Enfin, vous voyez, tous les charmes du pays sont les mêmes. Sauf qu'ils Finance le wahhabisme dans le monde. sont riches. Non seulement ils sont riches, mais ils ont exporté leur idéologie, le wahhabisme, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans nos banlieues. Et c'est quoi ce terreau idéologique? Eh bien, c'est celui sur lequel va se greffer le djihadisme militant. Alors moi, je veux bien qu'on pose cette question quand on parle des talibans. Je n'ai pas de sympathie a priori pour les talibans. Si vous voulez. Moi, personnellement, c'est pas mon truc, les talibans. Mais je veux bien qu'on la pose. Elle est légitime. Elle est légitime. Évidemment, si la réponse que vous donnez à cette question, François, c'est pas de relation avec ces gens-là, comme ça on va les épuiser, ils vont être ruinés politiquement, économiquement, et il va y avoir une insurrection qui va la chasser du pouvoir. Pour moi, ça, c'est la politique du pire, c'est la politique la plus épouvantable qui soit, c'est celle qui fait pression sur des gens pour qu'ils manifestent et qu'ils aillent se faire tuer dans la rue parce que vous n'aimez pas le régime. Pour moi, c'est la pire des choses. Et vous ne pouvez pas défendre cette politique du refus de toute collaboration avec les talibans si vous vous préoccupez du sort des Afghans. Et si vous vous préoccupez des sorts des Afghans, cessez de ne poser qu'une seule question, qui est celle des libertés publiques et des droits de la femme dans ce pays, parce que cette question, vous ne vous la posez pas pour nos relations avec nombre de pays du Golfe arabo-persique. Alors Alain, tu m'as enlevé les mots de la bouche, parce que j'allais y venir à un moment donné. La question que vient de poser Alain est une question de réalisme et de réalité. L'influence du wahhabisme saoudien en Afghanistan contre, par exemple, le commandant Mohamed Amin Wardak, je l'ai vécu tous les jours. C'était vraiment... Et le régime wahhabite d'Arabie saoudite, franchement, ouais, des talibans riches, c'est le terme. C'est une bonne image. C'est la même chose. Quant à l'Iran, on a des relations diplomatiques avec l'Iran, on discute avec eux pour le nucléaire et tout. Allez voir en Iran comment ça se passe en réalité, c'est pas mieux que les talibans. Et ainsi de suite, on peut en voir un paquet. Bon. Et après tout, dans un autre domaine, on a des relations, je crois, avec la Chine. On croit qu'on a une ambassade à Pékin. Et le régime totalitaire chinois qui se met en place, c'est pas les talibans, c'est autre chose, c'est peut-être même pire à l'avenir. Et comme menace internationale, on fait pas mieux. Donc on discute. D'ailleurs, la diplomatie, c'est discuter avec ses ennemis aussi. Donc moi, ce qui m'intéresse comme Alain, c'est les gens en Afghanistan, tous mes camarades, tous les gens avec qui j'ai vécu pendant des années et des années et des années. Et j'ai pas du tout envie qu'ils vivent une situation pire que celle qu'ils ont vécue pendant 20 ans pour les 20 prochaines années. Par conséquent, il faut pouvoir discuter avec les talibans et leur imposer, mais ça c'est notre volonté, le donnant-donnant surtout. Voilà. Et ça marchera mieux que si on fait l'inverse. Mais c'est pas du tout une situation idéale, hein. Je dis que dans la catastrophe qui est arrivée, il faut sauver les meubles. Et les sauver les meubles, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut faire. Sinon, on va poursuivre à nouveau les mêmes erreurs occidentales dans un monde qu'on ne veut pas comprendre parce que ce sont des gens avec une altérité très grande. Voilà. Si cela vous donne matière à question, c'est le moment, allez-y. Oui, je vois une main. Bonsoir, messieurs. Ma question est la suivante. Vous avez parlé d'échecs, d'erreurs pendant 20 ans en Afghanistan et aussi d'une absence de vision, que ce soit pour vous avez dit anthropologique. Vous avez parlé de psyché. Et finalement, j'entends d'une absence, on résume ça, une incompréhension, l'absence de volonté de comprendre la culture de ce qui est différent. C'est-à-dire, on peut traduire ça par de l'arrogance. Ma question donc est, vous pensez que le personnel français, à savoir les hauts fonctionnaires, entre parenthèses leur formation, puisque je pose la question, puisque vous me semblez tous les trois d'ailleurs être des hommes qui ont bien vécu, des hommes qui sont des hommes d'action, qui pensent différemment, qui n'ont pas eu la peur d'aller voir le monde de près, là où aujourd'hui, on va dire, le citoyen français peut-être... ça fait peur, le monde, et c'est beaucoup plus confortable de regarder à travers un écran, peut-être. Et donc, je me pose la question si le personnel français, selon vous, a évolué, si sa formation est adéquate pour justement embrasser cette complexité et grandissante.
Donc là, je parle d'éducation aussi. Et je parle, entre parenthèses, des hauts fonctionnaires pour avoir justement eu la chance, même si je suis autodidacte, d'avoir, fréquenté quelquefois des gens à l'OCDE, à l'UNESCO, et je n'ai pas, il me semble, cru voir une grande fulgurance et des synonymes corporels de Vinci ou de Lacroix ou Napoléon Bonaparte sur mon chemin, malheureusement. Voilà, merci. Si je peux faire une réponse, je dirais que par souci de charité, par souci de charité chrétienne, je répondrai pas de commentaire. En fait, la réalité profonde de cette affaire-là, quand je parle d'anthropologie, je veux dire la connaissance de l'autre. On ne peut rien faire sans connaître l'autre le mieux que l'on peut. Toute ma vie, que je sois avec des Pygmées, des Papous, des Indiens, dans toutes les civilisations où j'ai vécu, et particulièrement les Afghans ou les Kurdes, j'essaie pas de me mettre à leur place. J'essaie en fait d'entrer dans leur peau. Il faut aller beaucoup plus loin. Être vraiment dans leur psyché et leur ethos. Comment ils fonctionnent, comment ils pensent, comment ils raisonnent, comment ils ressentent, comment ils nous voient. Comment ils nous voient. Il y a un roman là qui s'appelle Un capitaine sans importance, que j'ai écrit en 1984, qui est paru en 1987, donc en pleine guerre avec les soviétiques, et qui est en fait le journal de marche d'un capitaine soviétique. Celui qu'avec Amin Wardak, nous avions en face dans la citadelle de Balaïsar, dans la ville d'Orazi, peu importe, et où moi je me demandais à chaque fois, là, il y a un type de mon âge, il n'a pas 30 ans, c'est un capitaine de l'armée soviétique qui se bat contre nous, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment il fonctionne? Je ne peux même pas le savoir, mais je peux déterminer un peu les choses par rapport à ses comportements, à la façon dont il se bat, qu'il manœuvre, etc. Et mon idée après, quand j'ai écrit ce roman sur la guerre d'Afghanistan, c'est pas de raconter du côté des Moudjahidines, mais du côté de l'autre côté. La même chose que j'ai faite avec S'il n'en reste qu'une. Raconter par d'autres, quand on se met à la place des autres. Évidemment que nos fonctionnaires, nos dirigeants ne sont pas formés et n'ont pas envie de faire ce type de choses, parce que ça demande des années. Ce sont beaucoup d'efforts. Donc, ce sont des connaissances la plupart du temps abstraites et qui nous font commettre toutes les erreurs. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête en ce moment de Baradar ou du fils Haqqani, dont j'avais connu le père, qui était de notre côté à l'époque pendant la guerre soviétique, qui était un noyau dur des talibans aujourd'hui. En fait, comment il a évolué? Qu'est-ce qu'il pense? Comment il nous voit encore? Quelles sont ses faiblesses, ses marges de manœuvre? C'est comme ça qu'il faut travailler. C'est comme ça qu'on peut se faire accepter, en fait, partout. Et donc, ce travail-là n'est jamais fait, jamais, par les dirigeants occidentaux, et même par les agents de terrain occidentaux. Jamais. Et c'est un vrai problème. C'est pour ça que je parle d'anthropologie avant de parler de politique ou de militaire. Si ce travail-là n'est pas fait au préalable, on ne sait pas à qui on a affaire. Psyché, ethos de l'autre. Voilà. Et c'est passionnant en plus. Si on regarde un peu la situation générale, on revient quelques années en arrière, au moment où effectivement la ligne rouge avait été définie effectivement contre le régime de Bachar el-Assad, c'était effectivement les bombardements toxiques, chimiques. L'armée française était prête à intervenir, évidemment derrière l'armée américaine. M. Obama a décidé de ne pas intervenir. Alors, et en plus, il a décidé de ne pas intervenir sans nous prévenir, juste 10 minutes avant, comme pour tout. Si on voit le lâchage des Kurdes, que tu connais évidemment, dont tu vas nous parler, je dirais, et quel est l'état du Kurdistan aujourd'hui. Si on voit le lâchage américain, effectivement, à Kaboul, mais on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, petits Français? Merci pour la question, parce qu'on va passer quelque chose de plus positif, avec un peu plus d'espoir, en parlant des Kurdes. Parce qu'eux, c'est pas trop tard. Pour faire vite, je me suis engagé auprès des Kurdes au début de la guerre en Syrie, à la demande de mes camarades kurdes, et où j'ai découvert une société qui n'a rien à voir avec celle des Afghans. C'est autre chose. Si vous passez de longues périodes avec les Papous, et vous allez chez les Indiens d'Amazonie, vous avez affaire à d'autres sociétés, ce n'est pas les mêmes. Et sous prétexte que ce seraient les peuples premiers, ils sont tous pareils. Pas du tout. On ne peut pas faire de rapport entre les deux sociétés. Chez les Kurdes de Syrie, dès le début de la guerre, moi ce que j'ai vu, c'est l'inverse, effectivement, ce que je voyais en Afghanistan au niveau culturel. Une place des femmes incroyable, avec une parité inimaginable. Et des bataillons de femmes commandés par des femmes
combattant en unité constituée contre leurs ennemis qui, à l'époque, étaient l'équivalent d'Al-Qaïda. Daesh n'existait pas au tout début. Bien. Quelque chose de lumineux. Et en plus, avec des projets politiques. Quand les Afghans se sont révoltés contre le régime communiste, il n'y avait pas de projet politique. C'était pour rester eux-mêmes, défendre leur pays envahi. Chez les Kurdes, ils se défendent contre leur pays envahi avec un projet politique très clair, la démocratie, l'égalité homme-femme, la laïcité, le respect des minorités. Les filles et les garçons kurdes se battent et meurent pour ça. Libérer leur pays, conquérir leur liberté et avoir un nouveau régime politique. Ce sont vraiment des révolutionnaires. C'est autre chose. Alors, comme ils étaient extrêmement efficaces contre Al-Qaïda, Al-Nosra et puis Daesh, on l'a vu, la grande bataille de Kobané, 135 jours de siège à 1 contre 5, avec les djihadistes qui avaient conquis à Mossoul, là où l'armée irakienne formée par les Américains s'était écroulée comme l'armée afghane à Kaboul, des blindés, de l'artillerie et tout ce qu'il fallait. Et là, l'Occident a pris conscience de la menace terroriste et du fait que les Kurdes combattaient le même ennemi que nous, et qu'en fait, ils étaient finalement notre bouclier au Moyen-Orient. Et surtout, ils étaient très efficaces, très déterminés, très volontaires, prêts au sacrifice, qu'on a commencé à les aider à Kobané. Vous vous souvenez? Premier bombardement pour les aider, les Kurdes gagnent, et en 5 ans de campagne militaire, aidés par nous, ils débarrassent la totalité du nord de la Syrie, 4 fois la surface du Liban, de Daesh. On est en juillet 2019, toute ma vie je m'en souviendrai, c'est une longue période. Il y a eu beaucoup de morts en Afghanistan, les Kurdes, 36 000 tués et blessés pendant cette période, parce que je peux vous jurer que Daesh, c'est au-dessus des talibans pour le crime, pour la combativité, pour le courage, pour toutes les saloperies que vous pouvez imaginer. C'est vraiment le summum de l'horreur absolue. C'est vraiment le plus grand totalitarisme criminel que le 21e siècle naissant nous a donné. Génocide des Yézidis, et vous savez tout le reste, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et les Kurdes, et notamment les femmes, se sont battus d'une manière, je dirais, vous voyez qu'on est loin de la condition des femmes en Afghanistan, d'une manière qui, moi, a été... il n'y a pas de mots pour ça. C'est absolument extraordinaire. Bien. En juillet 2019, ou un peu avant, je me souviens, avec les chefs militaires kurdes et politiques, c'était une joie immense. Tout ça, c'était terminé. On avait gagné, la paix était revenue partout. Il y avait des femmes partout. Chaque poste était occupé par un homme et une femme, les maires, les préfets, les choses. Et un état de fait s'était construit pendant toute cette période. Quelque chose de très rare dans l'histoire des hommes, avec un vrai régime politique très progressiste, très visionnaire, très révolutionnaire, dans le bon sens du terme, et c'était gagné. J'étais rentré en France, je me souviens, et quelques mois plus tard, le 9 octobre, Trump décide d'abandonner les Kurdes, de retirer le peu de troupes qui avaient aidé, et de laisser la place au pire ennemi qu'ont les Kurdes, les Turcs, qui d'un point de vue idéologique avaient aidé Daesh pendant toute cette période-là, et vous, aux Kurdes, une haine dont vous n'avez même pas idée. Les Kurdes ne doivent pas être vaincus. C'est comme pour Daesh. Il faut bien comprendre qu'on a là, contrairement à l'Afghanistan, une affaire de guerre existentielle. Que ce soit Daesh ou les Turcs, ils ne veulent pas vaincre les Kurdes. Ils veulent les effacer de la surface de la terre, que même leur nom soit oublié. C'est pour ça que les pauvres combattantes, qui parfois malheureusement tombent vivantes aux mains de ces gens-là, sont, après les viols que vous imaginez, qui est le plus bas degré de la cruauté, sont torturées et démantelées. J'ai encore même dans mon téléphone des images, parce qu'ils filment tout ça. Une pauvre combattante qui est prise, on lui coupe les seins, on lui va tout ce que vous voulez, et surtout le plus longtemps possible, pour lui faire regretter d'être né. C'est ça, ce type de guerre qui se passe là-bas. Et nous avons commis en les abandonnant une faute morale. Vous savez combien de Français ont été tués là-bas? De soldats français? 1 pendant 5 ans. 90 et tous les blessés en moins de temps que cela en Afghanistan. Parce que les Kurdes faisaient le job devant. C'est eux qui se sacrifiaient.
Donc faute morale terrible. Et en l'espace de... Les Américains partent, 10 minutes après nous sommes partis. Et ils ne nous ont pas prévenus, en pleine nuit, un 9 octobre. Ah oui, qu'est-ce que vous faites? On s'en va. Ben nous aussi. Faute politique ensuite, parce que le gain de cette guerre, c'est-à-dire vaincre nos ennemis qui, à Raqqa, avaient coordonné, commandé tous les attentats du Bataclan, etc., tout cela eh bien, était d'un seul coup effacé en 1 heure ou 2, et nous revenions à la situation antérieure. Les Turcs s'emparent d'une partie du territoire, ramènent les djihadistes. À Afrin, c'est le nettoyage ethnique absolu. Les yézidis à nouveau menacés, et ainsi de suite. On se demande quelle idée a pu passer à travers la tête de Trump pour faire ça d'un seul coup, et comment nous avons suivi comme des petits chiens les Américains, alors que nous aurions pu rester, parce que c'est quand même pas les djihadistes qui faisaient peur aux Kurdes, et encore moins l'armée turque. Donc, la situation en est restée là pendant un certain temps, et aujourd'hui, le côté positif et quand même un peu d'espoir dans tout ça, et pour lequel je plaide d'un point de vue philosophique et politique, c'est que l'appareil militaire kurde de Syrie aujourd'hui n'a pas été très entamé. La détermination des combattants est plus forte que jamais parce qu'ils sentent bien que les Turcs réattaqueront à un moment donné, et il faut impérativement, tu me dis qu'est-ce qu'il faut faire? Impérativement faire l'inverse qu'on a fait en Afghanistan, renforcer comme avant notre présence auprès des Kurdes pour empêcher la réémergence actuelle de Daesh qui reviendra non seulement attaquer les Kurdes, mais refaire des attentats collectifs en Europe. Pourquoi on n'a pas en France d'attentats comme le Bataclan depuis quelques années? Parce que grâce aux Kurdes, nous avons cassé la totalité du système djihadiste, terroriste qu'ils avaient installé. Donc on a des attentats au couteau, des choses comme ça, bas de gamme. Mais leur volonté, c'est de refaire ce qu'ils ont fait, et même mieux que le Bataclan et compagnie. Et on les laisse se réinstaller là-bas. En fait, ce qui se passe au Kurdistan n'est pas une guerre lointaine et exotique qui ne nous concernerait que pour les malheurs de ces gens-là. Non, c'est une guerre qui nous concerne pour ça, et d'un point de vue sécuritaire. Ce sont nos intérêts fondamentaux qui sont en jeu là-bas, et nous avons un bouclier formidable qu'il ne faut pas abandonner. On l'a fait une fois, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas la même situation qu'en Afghanistan. Et pour les droits humains, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est le seul endroit au Moyen-Orient où l'égalité homme-femme et la laïcité et tout le reste et la démocratie existent vraiment. Quand vous le vivez au quotidien, je peux vous dire que c'est une joie incroyable de voir comment en quelques années ces gens-là ont pu progresser, en plus de la guerre, dans ce sens-là. Et évidemment, je veux quand même le dire, avec leurs alliés chrétiens de la région et arabes, parce que je peux vous dire qu'il y a un paquet d'Arabes anti-djihadistes, vu ce qu'ils ont subi, si vous êtes soufis, si vous êtes chiites, etc. Ça s'appelle les forces démocratiques syriennes, les FDS. Rien. Alors, j'espère que d'ailleurs le chaos de l'Afghanistan va encourager nos décisionnaires, même s'ils n'ont aucune anthropologie de la région, à se dire, bon, il ne faut pas qu'on se désengage de là-bas, parce qu'on va avoir exactement la même situation si on le fait. Voilà. Oui, bon, moi je suis très largement d'accord. Bon, on peut discuter si les Kurdes n'ont pas commis une petite erreur stratégique le long de cette frontière avec la Turquie ou ceci ou cela. On peut discuter tout ça. Point final, sans eux au sol, on ne serait pas venu à bout de Raqqa, c'est-à-dire la base de l'État islamique, là où ont été pensés les attentats de novembre 2015 en France. Sans eux, on n'y arrivait pas. On pouvait bombarder Raqqa tant qu'on voulait. Le contrôle au sol, c'est les Kurdes. Alors c'est compliqué après, parce que Raqqa est une ville qui est majoritairement arabe et non pas kurde. Le moins qu'on puisse dire, ce serait qu'on aurait dû faire, ce serait d'avoir un minimum de reconnaissance du ventre, si je puis dire, ou des tripes. Alors en fait, on a laissé quelques forces spéciales, très discrètes, les Américains aussi et les Français aussi, mais en tout petit nombre. On n'est pas complètement partis. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dîner avec la maire de Raqqa à Paris. Voilà, et c'est invraisemblable. Hein. C'est une jeune femme de 35 ou 40 ans et elle se retrouve maire de cette ville très compliquée avec des Arabes, des Turkmènes, des Kurdes, enfin vous imaginez. Et naturellement, bon,
la tendance de la minorité qui gagne, c'est de pousser les autres. Elle me disait, je lui dis, mais qu'est-ce que vous demandez de la France? Elle me dit, prioritairement, je demande une seule chose qui ne devrait pas être trop difficile. Hein. C'était il y a 1 an, elle est à nouveau là, parce que je crois qu'un film sort sur elle. Mais je ne demande qu'une seule chose. Nous avons eu 40 000 blessés ou un truc comme ça. Nous avons à Raqqa et partout des jeunes gens qui ont des moignons. On les a amputés sur la chirurgie de guerre, très rapidement, et qui souffrent la torture parce que ça a été très mal fait. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont 18 ans. Ils ont entre 18 et 30 ans. Hein, et je voudrais qu'ils puissent se faire soigner en France, venir à Pompidou ou ailleurs, n'importe où en province, pour qu'on refasse ce qui a été mal fait au moment de l'amputation. Il y a eu énormément d'amputations, des membres inférieurs ou des membres supérieurs. Alors c'est compliqué, parce que ça demande un peu de logistique, mais pas tant que ça, puisqu'il suffit de traverser le fleuve. Après, on est en zone amie, chez les Kurdes d'Irak, à Irbil. De là, on peut avoir un avion, c'est un aéroport international. On peut utiliser celui de Bagdad aussi. La France a très, très bonne idée d'ailleurs, d'excellentes relations en ce moment avec l'Irak et avec les Kurdes d'Irak aussi. Donc c'est faisable. Ce sont des gens qui ont libéré la ville, d'où ont été pensés, comme l'a très bien dit Hollande, les attentats de Paris en 2015, en novembre 2015. Nous ne le faisons pas. Maintenant que j'ai fait cette parenthèse qui complète ce qu'a dit Patrice, je voudrais jouer les mauvais rôles. Je crois que, monsieur, vous avez parlé tout à l'heure de raison, ou François. Personnellement, je m'occupe de questions internationales depuis 1974. Je n'ai jamais eu le sentiment que la raison dominait. Mais la morale encore moins. Donc je vais vous dire, il faut essayer de se mettre dans la tête de l'Afghan, quand on boit 10 heures ou 15 heures de thé avec lui, pour comprendre un peu sa représentation du monde, sinon on va le forcer à faire quelque chose qui est absurde, sans avoir parlé suffisamment longtemps aux anciens, etc. Maintenant, il faut vous mettre dans la tête du décideur occidental, français par exemple. Face à Erdogan. Alors Erdogan attaque nos amis, nos alliés au Kurdistan de Syrie. Avec les chars. En fait, il attaque, ce n'est pas l'armée turque qui attaque. Erdogan recrute des djihadistes, des anciens d'Al-Qaïda et de Daesh, syriens, des Arabes, les armes, les payent, ils sont encadrés un peu par les chars turcs, et ils attaquent les positions des Kurdes au Kurdistan, dans le nord de la Syrie, le long de la frontière turque. C'est une frontière qui fait 800 km à peu près. Et non seulement ils les attaquent, mais après, ils chassent tous les Kurdes. Que la région soit traditionnellement kurde ou arabe, peu importe. Ils chassent les Kurdes, ils prennent les maisons, ce qui passait à Afrin, par exemple, ils volent les commerces, etc., etc. Tout ça, c'est pas l'armée turque, c'est l'armée turque qui encadre. Ce sont nos alliés de l'OTAN, les Turcs. C'est une armée alliée avec laquelle nous faisons des manœuvres communes. Nous échangeons des officiers d'état-major, etc. Et cette armée turque laisse faire sa soldatesque arabe, martyriser et reprendre, voler, piller, violer et reprendre toutes les villes, toutes les petites localités occupées par les Kurdes de Syrie, dans le nord de la Syrie. Donc la morale n'est pas là. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi tendres? Si moi je suis le président français, c'est quoi mon problème? Mon problème, c'est que le Front National n'arrive pas au pouvoir en France. Si je suis Trump, c'est quoi mon problème avec Erdogan? Mon problème, c'est que Erdogan arrête d'acheter des armes en Russie. Erdogan achète 400 missiles anti-aériens ultramodernes en Russie, alors qu'il est membre de l'OTAN. Si l'armée turque, elle a ces missiles anti-aériens, ce système de missiles anti-aériens, eh bien, ça veut dire qu'elle va très vite pouvoir enregistrer et connaître certains systèmes d'armement et de détection occidentaux. Donc Erdogan a un geste inamical à l'égard de son club, l'OTAN, dont il ne veut pas sortir, et à l'égard des États-Unis qui se disent « mais qu'est-ce qu'on va faire de ce gars-là »
Et Erdogan leur dit, bah écoutez, les 400 missiles, je les neutralise. Ça se passe la nuit, c'est une conversation très dangereuse quand Trump négocie la nuit. Il est maniaco-dépressif, il dort très mal, c'est là qu'il fait ses tweets les plus frappés. Il appelle Erdogan, il ne prévient pas le département d'État, il ne prévient pas le Pentagone. Il pense que son talent de négociateur est tel, chez lui, il ne faut jamais oublier ça. Le narcissisme et l'ego obèrent tout ce qui reste d'intelligence. Il n'y a plus beaucoup de QI. C'est d'abord l'ego, le narcissisme. Il se prend pour le plus grand négociateur du monde. Et il dit à Erdogan, voilà, le deal, c'est ça. Et il dit à Erdogan, écoute, Erdo, moi j'ai besoin d'une victoire. Ça ne me plaît pas, les 400 missiles. Tu les neutralises. Tu ne les déploies pas. Pendant 20 ans au moins, ils ne seront pas déployés. Et Erdogan lui dit, qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie? Et Erdogan lui dit, écoute, Trump, moi, j'ai mes Kurdes à moi en Turquie, qui sont en rébellion contre moi. Ils appartiennent un peu, ou ils ont appartenu au même parti que les Kurdes de Syrie. Les relations sont très étroites pour des raisons sur lesquelles Patrice pourrait parler très longtemps, qui sont passionnantes, mais j'entre pas là-dedans. Il y a une grande proximité entre Kurdes de Turquie et Kurdes de Syrie. Alors Erdogan dit à Trump, écoute, tes alliés là, les Kurdes syriens, ce sont mes ennemis, parce qu'ils aident les Kurdes de Turquie. Vrai ou faux, c'est pas le problème. Et alors, on fait un deal. Tu neutralises les missiles. Et moi, je retire les soldats américains du Kurdistan. Comme ça, tu peux rentrer en Syrie, occuper la Syrie, un tiers de la Syrie, une paille. Occuper la Syrie, développer, voler, piller, etc. Imposer la monnaie turque en Syrie, c'est ce qu'ils font, etc. Et en contrepartie, moi, je te laisse faire tout ça. Et en contrepartie, tu gèles les missiles. Si je suis le président français, et les élections régulièrement en démocratie. Et comme dans tous les pays de la démocratie occidentale, comme dans tous les pays européens, je suis menacé par des partis protestataires qui n'ont qu'un seul thème, qui vont matraquer tous les jours, c'est l'immigration. Il y a trop d'immigrés en France, la France perd son identité, elle perd son âme, blablabla, c'est le grand remplacement, le petit remplacement, etc. Et donc le président français, il a ça. Et il a ses élections régionales, législatives, présidentielles, etc. Et donc, il fait ce qu'on a fait avec l'Union européenne. Il dit à Erdogan, écoute, tu as 4 millions de Turcs, tu as 4 millions de réfugiés syriens chez toi, tu les gardes, tu fais la police. Ils ne viennent pas massivement chez nous. Tu arrêtes, tu ne les laisses plus passer par la Grèce pour qu'ils remontent par les Balkans et qu'ils arrivent en Allemagne, à Calais, etc. Tu les gardes. On va te donner de l'argent, d'ailleurs, beaucoup d'argent. Mais la règle, c'est que ces gens-là, ces réfugiés syriens, qui sont en Turquie, 4 millions, c'est pas rien, qui sont en Turquie, ils doivent, et c'est pas la peine qu'ils essayent de passer illégalement, parce que l'armée turque, vous allez les arrêter. Et nous, on va leur fixer une règle. Si vous voulez venir en France, en Allemagne, en Belgique, vous devez formuler votre demande d'asile politique à partir des camps en Turquie. Si vous ne la formulez pas à partir de la Turquie, l'armée turque vous repoussera, et si jamais vous passez, nous, on vous repoussera. Alors le président français, il a ses élections. Et il se dit, bon, je favorise l'élection du Front National ou je trahis les Kurdes de Syrie. Il a choisi. Trump, il a choisi. Il n'y a pas de morale là-dedans. Il n'y a pas de morale. C'est comme ça que ça se passe. Entre la perspective de perdre les élections de mi-mandat de novembre 2022 parce qu'il n'aura pas réussi à ramener les soldats américains d'Afghanistan à cette date, et le mini-succès de politique intérieure qu'il pense pouvoir remporter en retirant les soldats américains, même dans la débâcle d'Afghanistan, il n'hésite pas, Biden. Il n'hésite pas. Son projet politique est d'abord intérieur. La vision stratégique dont parlait Patrice, elle est sûrement vraie, mais ce n'est pas son problème. Nous sommes des court-termistes. Et les mécaniques même de la démocratie, c'est-à-dire la récurrence à 2 ans des élections,
sur un rythme encore plus hystérique aux États-Unis, fait que nous sommes des court-termistes. Nous ne sommes pas capables de penser à long terme, comme les Russes peuvent le penser, et mieux encore, comme les Chinois peuvent le penser, ou comme les Afghans peuvent le penser, ou comme les Kurdes peuvent le penser. Nous, non. L'objectif électoral joue un rôle énorme dans la décision de politique intérieure. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà un peu comment ça se passe, si vous voulez. La décision de politique étrangère, lorsqu'elle arrive sur le bureau d'un élu occidental, elle se prend sur la base pression de l'opinion publique, qui peut d'ailleurs être favorable aux Afghans ou aux Kurdes, et il faut qu'il en tienne compte. Pression de son électorat, qui redoute une vague migratoire, il faut qu'il en tienne compte. Intérêt stratégique de son pays, de la France, il faut qu'il en tienne compte aussi. Et de cette marmite sort la décision de politique étrangère. Elle peut être aberrante, elle peut nous sembler aberrante, mais on doit connaître, on doit mettre sur la table les différents paramètres qui président à la décision de politique étrangère. Ce ne sont pas des paramètres de la raison. Ce ne sont pas des paramètres où seuls comptent les intérêts à long terme de la France ou des États-Unis ou de je ne sais qui. Ce ne sont pas... Ils sont là aussi, ils pèsent leur poids aussi, mais il n'est pas forcément déterminant. Certains jours, la balance l'emportera en faveur d'une décision conforme à la morale élémentaire et qui sera aussi conforme à nos intérêts stratégiques. Ça peut exister, mais ce n'est pas le cas. Donc, dans chaque décision de politique étrangère, il ne faut pas évacuer la morale, il ne faut pas évacuer les intérêts stratégiques, il ne faut pas évacuer non plus les intérêts électoraux, parce que ce n'est pas facile. Et voilà comment ça se passe, si vous voulez. Voilà comment on arrive à ces relations folles et complètement démentes avec la Turquie de Erdogan. Erdogan nous fait chanter, c'est un maître chanteur, Erdogan. C'est un homme du souk, c'est un maître chanteur. Ok, je vais neutraliser les missiles russes si ça ne vous plaît pas, si ça peut faire du tort à l'OTAN et aux avions de l'OTAN, etc. Ça leur permet de détecter les systèmes d'informatique des avions de l'OTAN et tout. Mais je reste dans l'OTAN. Mais en contrepartie, moi, j'ai mes intérêts à moi, c'est d'écraser les Kurdes. Je les hais. Les Kurdes de Turquie, les Kurdes de Syrie, il n'y a qu'avec les Kurdes d'Irak qu'il a réussi à s'entendre. Mais sinon, c'est une politique d'élimination collective. Et d'ailleurs, il y a eu des moments d'élimination collective, Patrice pourra nous le dire. Donc voilà tous les éléments qui font que quand on regarde la politique étrangère, on est facilement choqué par l'immoralité, l'absence de reconnaissance des tripes. Pourquoi on ne prend pas plus? Alors là, je mets à part ce que je vous ai dit au début, parce que je ne comprends pas pourquoi on n'aide pas plus les jeunes combattants kurdes des PYD qui ont été blessés et qui demandent à être soignés en France notamment. Je vais te donner la réponse sur ce point précis. François, je parce sais que pas ça coûte ça très répond cher. aussi un peu à ta question du début, quoi. Voilà le monde de la politique étrangère. Ce n'est pas un monde dominé par la raison. C'est un monde dominé par des intérêts contradictoires. Pour répondre à ta question des blessés kurdes, tout simplement parce que ça coûte trop cher. Ça a été chiffré, tout ça, et c'est non. C'est-à-dire peanuts, hein, en fait. Assez cher quand même, j'ai les chiffres, ça coûte... Mais on avait les moyens, hein, mais ça coûte trop cher. Bon, c'est des raisons pragmatiques, financières, budgétaires. Quoi qu'il n'en coûte pas. Voilà, quand on veut mettre de l'argent quelque part, on le met. Pour des choses comme ça, on ne le met pas. Tout ce que vient de dire Alain est vrai. Ce sont des jeux de dupes, en réalité, entre sociétés démocratiques ouvertes et sociétés non démocratiques fermées. Les missiles seront toujours en Turquie, les missiles russes, et les réfugiés syriens de Turquie, ils continuent à affluer. Voilà, c'est comme ça. Ce sont des jeux de dupes. C'est la raison pour laquelle les intérêts de la France ne sont jamais pris en compte, effectivement, de manière absolue, sur le temps long. C'est l'avantage des dictatures. Il ne faut pas oublier que Erdogan, il est ce qu'il est, une immense crapule, mais c'est un homme d'État. Encore une fois, je me borne à constater des faits froidement. Pas d'émotion dans les jugements. C'est après qu'on peut prendre les bonnes décisions. C'est un homme d'État qui, tel Hitler, écrit ce qu'il fait, ce qu'il veut faire. Son projet expansionniste de rétablissement de l'Empire ottoman est écrit. Et puis d'ailleurs, dans le discours intérieur à ses troupes, il le dit. Bon. Et ces gens-là,
tentent toujours de réaliser ce qu'ils écrivent. Ils écrivent ce qu'ils veulent faire et après ils tentent de le réaliser. Ils réussissent pas toujours, mais ils tentent. Et ils font beaucoup de dégâts en tentant. Et nos intérêts stratégiques seraient de comprendre ce qu'ils font pour les stopper tant qu'il est temps. L'influence des Turcs en France, mais vous n'avez même pas idée de sa puissance. Entre les lobbies, la manipulation des loups gris, par exemple, l'extrême droite turque avec qui il s'est allié. Il ne faut jamais oublier cela, parce que tous les deux sont extrêmement nationalistes, l'épaisseur du nationalisme turc, comme d'autres. Ouais, vous n'imaginez pas. Ici, l'absence et l'effacement du moindre patriotisme les laisse pour eux pantois. Ils ne comprennent même pas dans leur vision du monde qu'est-ce qu'on est devenu. Des peuples à prendre très facilement. C'est comme ça qu'ils pensent. Je ne porte pas un jugement, je constate. Donc, on est toujours dans des jeux de dupes parce qu'on n'a pas la volonté politique vraiment de stopper celui qui nous en veut. Il ne faut jamais les provoquer. Ça, c'est le mantra des diplomates. Provoquons pas les Turcs. Mais c'est eux qui nous provoquent. Il faudrait peut-être réagir. Vous savez, moi, tout ça me fait penser, quand on le vit sur le terrain, et on pourra parler de Raqqa et de ce qui se passait, etc., j'ai l'impression de relire ou d'entendre ou de voir l'étrange défaite de Marc Bloch. Ce qui a mené la France à la catastrophe entre les années 32, 33 et 40, face à la montée en puissance d'un autre totalitarisme qui était celui de Hitler. On a l'impression qu'on est dans le même état d'esprit, à la fois de la lâcheté, de l'abandon, de la faiblesse, d'une sorte d'impuissance et d'inhibition à utiliser notre puissance, militaire ou politique, et que donc, en face de nous, on a des gens qui ne nous ressemblent pas, et les seuls qui nous ressemblent à nous, pour les valeurs qu'ils défendent, et là je porte un jugement, sont les Kurdes, notamment de Syrie. Et que par conséquent, notre intérêt stratégique à long terme, si on pense qu'à la France, c'est évidemment de continuer à appuyer nos alliés, les seuls qu'on ait dans la région, et pour le coup, les seuls alliés qu'on ait dans la région, qui en même temps partagent nos valeurs et sont honorables. C'est assez rare. Ce n'est pas le cas au Mali ou ailleurs, nos alliés. Voilà, c'est comme ça. Donc, ne commettons pas, pour finir sur les choses positives, qu'on peut faire les mêmes erreurs au Kurdistan demain qu'en Afghanistan hier. Voilà. Avant de conclure, vous avez des questions ? Ah non, je pense qu'elles vont être commises. Hein. Ah non, mais vous savez, si je regarde froidement les choses, je crains qu'on ne continue à commettre les mêmes erreurs avec les Kurdes. D'ailleurs, eux craignent ça plus que tout. Je dis simplement ce qu'il faudrait faire, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Vous savez, en fait, oui, tout le monde écoute, mais personne n'entend. C'est une grande fonction de nos diplomates. Je le dis publiquement, ce ne sont pas des gens pour qui j'ai une grande estime, compte tenu de leur faiblesse, des grandes vraies décisions, quand vraiment il faut, comment dirais-je, avoir le courage de faire ce qu'on doit faire avant qu'il ne soit trop tard. Bon. Donc ma crainte, mais puisque ce n'est pas encore arrivé, gardons de l'espoir, à défaut d'illusion, c'est qu'on n'aille pas plus loin dans l'abandon des Kurdes que ce qu'on a fait jusqu'à présent, et qu'au contraire, on remonte en puissance pour chasser Daesh, qu'on n'ait pas à nouveau des attentats en France massifs, comme avec le Bataclan, parce que c'est ce qui se prépare. Si on laisse Daesh renaître au Kurdistan, en fait, pour les cyniques, je leur dis à chaque fois, on s'en fout des Kurdes, mais nos intérêts stratégiques, sécuritaires sont là-bas, vous avez intérêt à faire ce qu'il faut. Maintenant, s'ils ne sont pas des gens cyniques, je leur dis, écoutez, on a le devoir d'aider nos camarades et nos frères et comme ça, et en plus, nos intérêts sécuritaires sont en jeu. Voilà, il faut être pragmatique parfois. Mais je plaide et je n'arrête pas. Vous savez, l'Afghanistan, j'y étais investi pendant toutes ces années dont je vous ai parlé. Des morts, j'en ai vu. Des guerres, j'en ai faites. Des camarades, j'en ai vu tomber. Et pendant des années. Et j'ai vu toutes les erreurs qu'on commettait. Et si je suis pas retourné à Kaboul ces derniers temps, c'est parce que je ne veux pas voir de mes yeux ce que je vois à la télévision après tout ce que j'ai investi de moi-même là-bas. Et je n'ai pas du tout envie de le revoir, mais je parle de côté humain, avec les Kurdes demain. J'en ai assez vu jusqu'à présent dans le premier abandon,
enfin les 3 abandons qu'il y a eu, à commencer par Afrin et celui d'octobre 2019. Donc je plaide toujours pour... voilà. Et comme je suis aussi écrivain, quand j'essaie de traduire tout cela dans des romans, c'est aussi pour... C'est pas du militantisme, mais c'est pour essayer d'éclairer par le romanesque des situations bien davantage que par des simples récits ou des analyses ou des essais philosophiques. Voilà. Ça fait partie, vous savez, moi personnellement, je combats avec le glaive et avec la plume. Et donc, je ne désespérerai pas jusqu'au dernier moment pour mes camarades kurdes, surtout les femmes. Tout à l'heure, justement, ces jeunes Kurdes dont vous parliez tous les deux qui ont besoin d'être pris en charge, ça représente combien de jeunes? Et vous disiez que l'argument... Des milliers. Je vais vous dire un truc, puisqu'on parlait à Raqqa, bon, Leila est la mère de Raqqa, c'est une Kurde, mais qui a vécu à Raqqa, qui a beaucoup de mal à, non pas à gérer Raqqa après la victoire, ville complètement détruite, mais à empêcher les djihadistes soutenus par les Turcs de semer la terreur dans Raqqa. Ça marche pas trop mal pour l'instant. Mais Raqqa, j'étais pas à Berlin en 1945, mais moi j'avais le sentiment à Raqqa que ça devait ressembler à ça. C'est-à-dire que pendant 5 mois, vous avez une guerre en milieu urbain. Raqqa, c'est une grande ville, 120 000 habitants à peu près, jour et nuit. Bombardement. Vous vivez en fait dans des immeubles en flammes, où tout détruit, des cadavres partout, vous ne pouvez pas circuler sans avoir des têtes arrachées, des machins comme ça, et au sol, parce que les autres en face, les Tchétchènes, les Ouïghours, tous ces gens-là, plus tous les Arabes djihadistes, sont d'abord de remarquables combattants, d'un courage incroyable et absolument prêts à la mort. Les pires, on ne peut pas combattre pire ennemi que ces gens-là. Et l'autre côté, là vous avez les Kurdes, les Arabes, anti-djihadistes et les chrétiens. Et avec un courage incroyable, surtout pour les unités féminines, ils montent à l'assaut, ils tombent en grand nombre, et beaucoup, blessés dans les mines, etc., sont amputés. Plein de mes camarades ont été amputés devant moi dans ces trucs-là pendant ces batailles-là. Des filles et des garçons, à qui on ne rendra jamais autant hommage, parce qu'on les a complètement oubliés. Ils sont battus aussi pour nous. C'était souvent des médecins français, etc., qui soignaient sur les premiers secours ces blessés très graves. Ce n'était pas toujours fait comme il aurait fallu, comme tu le dis, parce qu'il y en a tellement que, voilà, c'est en pleine guerre que ça se passe. Et donc après, ils passent à l'arrière et puis on essaie de les soigner. Mais il y en a beaucoup, des milliers. Et quand on a plaidé, évidemment, avec Leila ou avec d'autres, que ce sont quand même nos frères d'armes. Ils sont tombés avec nous, tout ça, et voilà, des mains en moins, des machins, on peut peut-être les aider. Eh bien, vous savez, ici, bon, on chiffre, hein, oh là là, un truc comme ça, tous ceux qui sont paraplégiques, parce que les amputations, c'est pas le pire. C'est tous ceux qui sont devenus paralysés parce qu'une balle dans la colonne vertébrale, des choses comme ça, qui sont allongés et qui ne se relèveront jamais. Et que donc, il faut juste parer, soigner pour les mettre en meilleur état. Et puis après, ils sont sur une chaise, moi j'en connais plein, sur des chaises roulantes pour le reste de leur vie. Et là, quand ils chiffrent le coup, ouf. Oh, puis combien? Oh. Non, on a fait des choses. Il y a eu des choses qui sont passées, mais pas en grand nombre parce que on met l'argent ailleurs que pour ça. Et cette jeunesse que vous décrivez si bien tous les deux, respectueuse de la laïcité, des droits, de toute forme d'égalité, d'où lui vient alors parce que vous la décrivez comme différente, voilà un peu. Alors ça, c'est vraiment le Kurdistan syrien. Ouais. Pour plein de raisons, c'est trop long d'entrer dans le détail, mais qui est une véritable révolution politique d'un projet de société, le municipalisme, etc. Bon, c'est très complexe à exprimer en quelques lignes, mais en tout cas, pour lequel la laïcité, la démocratie et l'égalité homme-femme sont des pivots. Et c'est la raison pour laquelle la mère de Raqqa, c'est une femme, Leila Mustafa. C'est plus un homme. Et en fait, elle n'est pas seule, elle est co-mère de Raqqa. On dit mère parce que, bon, on simplifie. Mais en fait, à Raqqa, il y a un homme et une femme qui sont mères. Mais partout. Et la bataille de Raqqa a été commandée par une femme qui s'appelle Toulin, une remarquable générale kurde qui a 45 ans. Et les 4 fronts Est, Ouest et Sud, par le commandement général kurde, où il y avait aussi des hommes, a été donné à 4 femmes remarquables et qui ont commandé la totalité de la bataille. Simplement parce qu'en plus,
Ils savaient que ça serait la dernière grande bataille en milieu urbain. Ils avaient envie que les femmes, plus que d'habitude, parce que normalement c'est égal, soient au-dessus même du commandement des hommes pour infliger aussi une défaite morale et féminine aux djihadistes. Et je peux vous dire que vivre ça, c'était vraiment quelque chose. Et là-dedans, je ne veux pas oublier les unités féminines chrétiennes qui se battaient avec les unités féminines kurdes. Parce qu'on n'en parlait jamais, mais elles étaient tout aussi remarquables, moins nombreuses, parce qu'il y a beaucoup moins de chrétiens que de kurdes dans la région, mais elles étaient aussi extraordinaires. Sur le front est de Raqqa, elles ont fait des merveilles. Chrétiennes arabes, bien sûr. En fait, si on veut rentrer dans les détails, ce sont même pas ils disent même pas arabes, ce sont des Assyriens, des Syriaques, enfin c'est des peuples qui étaient là bien avant les Arabes, la conquête arabe, etc. Voilà. En tout cas, voilà. Moi, quand j'ai écrit S'il n'en reste qu'une, qui vient de sortir là, je le dis là simplement pour faire de la publicité là-dessus, mais parce que j'y tiens beaucoup. Ça se passe évidemment dans un bataillon féminin kurde. Ça raconte toute cette histoire. C'est l'histoire d'une amitié folle entre deux sœurs d'armes qui traversent jusqu'au sacrifice suprême tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été réalisé, qui est un peu pour moi le mémorial de mes camarades féminines kurdes. Voilà, pour dire. Mais c'est un peu comme c'est raconté par une femme d'ailleurs, ce roman, pas par moi, comme là-bas c'est un capitaine